Bonjour à tous. Ok, le thème sur lequel nous sommes en train d'échanger, c'est les catastrophes naturelles, gestion des risques, gestion des risques et la prédiction des catastrophes naturelles. Bon, principalement, je vais essayer de m'attarder sur l'évaluation qualitative des risques. Oui, en prenant un exemple, on va essayer de prendre un exemple concret. Lorsque nous avons peut-être un tsunami qui peut-être s'éverse sur, qui font en sorte que peut-être des vagues d'une hauteur peut-être de 2 à 3 mètres se déversent sur une côte et endommagent ainsi peut-être l'habitat et cause des pertes en vie humaine. Après donc cet impact-là, il est question d'évaluer en fait de façon qualitative comment est-ce que peut-être le processus de mise en œuvre des vagues, comment est-ce que les vagues ont impacté de façon directe sur la communauté ou bien l'environnement ou encore l'écosystème. Pour pouvoir faire donc cette évaluation-là, généralement, l'homme a mis sur pied des stations parce que lorsqu'il y a un tsunami, les causes peuvent être multiples. Par exemple, on peut principalement se baser sur l'énergie géodynamique interne. Ça veut dire quoi que si par exemple on a un séisme dans peut-être proche des côtes, un séisme s'effectue tel que l'ingénieur Kabila est là, peut-être dans les zones de subduction ou bien d'obduction. Donc, lorsque la croûte océanique s'enfonce dans la croûte, sous la croûte continentale, elle que fait une accumulation d'énergie suite au regroupement de la croûte continentale. Ce qui génère, lorsque cette accumulation-là dont elle est libérée, elle génère un quantum d'énergie qui fasse en sorte que les vagues se soulèvent. Lorsque les vagues donc, se soulèvent, donc, elles cherchent un endroit en fait où se déverser. Et là, elles se déversent au niveau des côtes. Parce qu'une fois donc que l'énergie a été libérée des vagues et s'est déversée au niveau des côtes, elle cause des pertes matérielles et humaines. Lorsqu'on arrive après impact, l'objectif par exemple de l'ingénieur que nous sommes, c'est de recrasser en fait les causes pour savoir est-ce que c'est le séisme de façon directe qui a causé l'impact ou est-ce une autre activité. Ça peut arriver que le séisme ici crée en fait une vague d'énergie. Cette vague d'énergie là peut avoir des répercussions par exemple sur un sol qui était assez fragile et par exemple proche de la côte. Et lorsque l'énergie est reversée peut-être au niveau du sol en éboulement, en fait, des éboulements du terrain, des éboulements de terrain là qui peuvent aussi causer des vagues à une très grande montée de pression, du moins la vitesse avec laquelle ces éboulements se déversent au niveau de la mer. Donc, ces deux cas-là peuvent être des causes en fait, d'un tsunami, par exemple. Maintenant, comment dire, quel est le mécanisme qu'on peut mettre sur pied pour prévenir le tsunami? Par exemple, ça peut arriver lorsqu'il y a un séisme. Ça veut dire, on sait déjà que le tsunami peut être occupé par un séisme. Ça veut dire si on peut prévoir, par exemple, le séisme, on peut, par exemple, mettre sur pied des dispositifs pour permettre au peuple du moins à la population environnante de mieux résister à un impact de tsunami. Bon, par exemple, comme méthode, bien comme stratégie, si on a un séisme qui s'effectue, il est primordial pour du moins la population environnante de pouvoir mettre sur pied des simulations. On peut simuler la propagation de l'onde sismique. On peut simuler la propagation de l'onde sismique tout au courant des côtes, histoire de prévoir l'amplitude peut-être pourront arriver au niveau de la côte en question. Là, ça nous permet de savoir, parce que généralement, les stations de météorologie ou bien les stations installées pour faire une étude sismique, par exemple des sols, sont capables de prévoir ou bien du moins de mettre sur pied un dispositif d'alerte pour informer les populations environnantes. À l'instant où il y a une réaction sismique, parce qu'on sait que s'il y a une réaction à ces endroits principalement, il est fort probable qu'on ait
soit créé. Donc, il est donc primordial maintenant de mettre une bonne méthode de simulation pour pouvoir prévoir la propagation peut-être de l'onde sismique, pour pouvoir permettre de mieux anticiper sur l'impact qu'aura le tsunami sur la population. Même si cela a été fait, lorsque le tsunami, par exemple, il y a les messages a frappé peut-être une côte. Lorsqu'on arrive, il est difficile pour nous de savoir quelle était la hauteur, quelle était la force avec laquelle le tsunami a frappé la côte. Pour ce, finalement, il est souvent c'est ce qu'on essaie de modéliser processus en fait qui s'est fait. Parce que là, le phénomène s'est déjà passé. Donc, on va essayer de faire une modélisation pour essayer de comprendre principalement comment est-ce que les côtes ont été frappées par le tsunami. Parce que si on pour mieux comprendre, si on comprend mieux comment les côtes ont frappé le tsunami a frappé les côtes, ça nous permet d'éviter d'éventuelles catastrophes à venir. Maintenant, dans les méthodes utilisées pour modéliser, généralement, on peut faire une modélisation géostatistique ici. La modélisation géostatistique, maintenant, ça dépend maintenant de compte que on doit tenir compte de plusieurs paramètres. Le tsunami qui frappe les petits avec une vitesse, parlement, on doit connaître la vitesse avec laquelle elle a frappé. On doit mener des enquêtes pour essayer de savoir quelles sont peut-être les hauteurs, quelle est la hauteur avec laquelle, lorsque ça arrive, il y a différentes hauteurs avec les vagues viennent frapper. Donc on doit tenir compte de la vitesse avec laquelle le tsunami vient, et même la densité même des matières François, parce que plus ça ravage des maisons au début, vers la fin, la densité. Les maisons et tout cela augmente la densité. Donc, ce qui fait que si l'analyse ou bien l'audition géostatistique, si on compte maintenant variable, donc une analyse multivariée, principalement dans le cas pour permettre une modélisation du phénomène. Et une fois modélisé le phénomène, on peut prévoir ou bien du moins anticiper sur le et prévoir une meilleure lutte ou une meilleure défense contre le phénomène. Donc c'est ce que j'avais à dire concernant les questions. Merci. Ok, merci pour les éléments que tu as bien voulu partager. Pour ajouter à ce que tu as bien voulu nous donner comme élément d'éclaircissement, je vais prendre un petit exemple encore pour essayer d'appuyer ton expérience sur les tsunamis. Imaginons un instant que il y a eu un séisme sous-marin, genre il y a des plaques en zone marine qui ont eu des frictions qui sont frottées. Lorsque ces plaques vont se frotter, l'énergie libérée va déformer le sol d'une façon particulière et cette façon-là va générer des linéaments. Les linéaments seront témoins de la friction qu'il y a eu entre les deux plaques. Si on considère maintenant plutôt une bombe, par exemple, une bombe à neutrons qu'on a mis en pleine mer et qui a explosé, la bombe à neutrons va générer des linéaments sur le sol qui seront très différents des linéaments qui auraient dû être générés si c'était plutôt deux plaques qui ont été en friction. Donc en général, par exemple, les éléments structurels comme les linéaments, les fissures, alors les ouvertures, sont de très bons témoins qui permettent de comprendre, pourquoi pas identifier la source d'un événement. Dans le cas par exemple d'un séisme, s'il est possible d'étudier ces éléments-là, ça nous permet d'avoir par exemple l'orientation majeure des structures ouvertes, donc les structures comme les linéaments, les fissures, les ouvertures de sol. Cette orientation majeure-là peut nous donner, pourquoi pas, des indications sur comment est-ce que l'onde s'est déplacée. Et sachant comment l'onde s'est déplacée, on peut revenir à la source. Donc si on sait le trajet que l'onde a parcouru, l'onde sismique a parcouru, c'est possible de revenir à la source connaissant le trajet. Il suffit juste d'évaluer l'amplitude des dégâts, parce que l'amplitude des dégâts est proportionnelle à l'amplitude de l'onde. Donc parce que plus l'onde va se déplacer, plus elle va s'atténuer. Donc on peut évaluer l'ampleur des dégâts et essayer de faire une correspondance avec l'amplitude de l'onde au fur et à mesure qu'elle se déplaçait sur son support. Il y a comme ça bon nombre de cas. Donc par exemple, pour ce que je viens de dire là, pour avoir l'orientation majeure des structures,
Un structuraliste, un géologue structuraliste peut aller sur le terrain et puis faire des prélèvements, avoir des orientations de linéament et revenir avec une méthode géostatistique, retrouver l'orientation majeure des linéaments. C'est faisable. Dans la mesure où il veut analyser ça dans deux sens, parce que une réorientation des éléments structurels, des éléments minéraux, pardon, dans les roches déformées peut modifier l'empreinte magnétique des formations. Donc, dans la mesure où on veut analyser multivariables, on peut décider d'étudier en même temps l'orientation des linéaments et en même temps la nouvelle empreinte magnétique des linéaments. On peut le faire avec le magnétisme résiduel des corps parce que une réorientation des minéraux change le magnétisme résiduel des corps. De cette façon-là, on va pouvoir identifier ce qui s'est déformé et on va pouvoir suivre la déformation en même temps avec le magnétisme résiduel, en même temps avec l'ouverture des linéaments ou alors l'orientation des linéaments. Et de cette façon, on peut revenir à la source de ce qui a créé le problème, ce qui a créé les dégâts. Donc ça rejoint ce qu'il a essayé de nous donner tout à l'heure comme élément en disant que parfois, lorsque l'accident est déjà arrivé, il est intéressant de trouver le moyen de reconstruire l'accident pour pouvoir envisager des mesures mesures de réponse si vous voulez. Et ça passe par le biais de beaucoup d'instruments.